Merci, merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, euh, pourquoi, pourquoi l'eau? Il se trouve que, comme Elisabeth l'a dit, je suis économiste par choix, par passion, et économiste des matières premières. Donc j'ai toujours travaillé sur les matières premières. Parce qu'au moment où j'ai commencé à faire des études supérieures, c'était le moment où il y avait les pays du Sud qui arrivaient à l'indépendance, et je me disais que s'ils géraient au mieux les matières premières dont ils disposaient, ils pourraient réussir leur indépendance. C'était une vision, au fond, assez réaliste, et donc j'ai travaillé toujours sur ces questions. Ce qui fait que quand François Mitterrand a été élu à l'élection présidentielle, il m'a demandé quelle sorte de responsabilité je souhaitais exercer. J'ai parlé évidemment d'économie du développement et auprès du ministre de la Coopération, Jean-Pierre Cottre, j'étais responsable des matières premières, et notamment café, cacao, caoutchouc, etc. Et donc j'ai toujours continué à travailler sur ces questions. Et puis, je me suis dit que ces matières premières, c'était bien, mais qu'il fallait un peu aller regarder du côté de l'océan. Et puis, il fallait aller un peu plus loin dans les mécanismes de la biologie. Alors, l'océan, il se trouve que ma seule manière de réfléchir, c'est de faire des livres. Donc, j'ai fait un livre sur Gulf Stream. Et là, je me suis plongé dans des mécanismes tout à fait passionnants, qui sont les relations entre l'océan et l'atmosphère. Et ce que je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et puis après, j'ai eu envie de revenir à l'économie et j'ai travaillé sur le coton. Et je me souviendrai toujours qu'un jour, je me trouvais en Ouzbékistan, qui est un grand producteur de coton, dans un village, et tous les robinets d'eau étaient ouverts. Il faut que vous sachiez que le coton a deux manières de pousser. Soit avec des régimes de pluie, soit de l'irrigation. Et c'était le cas. Et en Ouzbékistan, il faut deux quantités d'eau successives, l'une pour nettoyer la terre qui est très salée, en souvenir d'anciens océans qui étaient par là, et puis donner, comme à chaque plante, l'eau qui lui est nécessaire. J'ai demandé au chef du village, mais pourquoi est-ce que vous laissez ouverts tous les robinets? Il m'a montré derrière lui, derrière nous, l'Himalaya, et m'a dit: est-ce que vous pensez une seconde qu'un jour nous n'aurons plus d'eau? Et je me suis dit: oh là là, ça devient intéressant. Et donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée un peu folle de me lancer dans une enquête qui m'a pris près de 3 ans, à travers le monde sur l'eau. Et c'était d'ailleurs assez facile de faire cette croisière, puisque comme le livre sur le coton avait bien marché, l'éditeur m'a fait venir et a prononcé cette phrase que j'attendais depuis mon plus jeune âge quand je voulais être Tintin. Il m'a dit: tu as vu les tirages de ton livre? J'ai dit oui. Et alors il m'a dit: eh bien très bien, donc à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Ce qui fait qu'il ne m'a plus jamais revu. Et donc je suis parti faire le tour du monde de l'eau. Alors, pour bien comprendre les mécanismes de l'eau et les mécanismes du réchauffement et les mécanismes de la rareté, et ça sera la première petite partie de l'intervention, et ensuite Camille montrera ces photos que vous voyez qui sont des absolus chefs-d'œuvre, vraiment. Et donc, il faut que vous sachiez que la quantité d'eau ne varie pas. Il y a toujours eu la même quantité d'eau, et il y aura toujours la même quantité d'eau. C'est-à-dire que vous avez une évaporation, et puis les nuages, et puis un ruissellement, et puis ça va à la mer, et puis évaporation, et c'est une vision tout à fait circulaire. Et ce qui nous a d'ailleurs fait nous rapprocher avec Elisabeth, c'est qu'elle était responsable à l'époque de CITA, et qui était une filiale du groupe Suez, et c'était sur le recyclage des matières premières. Il faut bien comprendre ce que j'ai découvert, qui pour moi était au sens strict une révolution. J'ai découvert en travaillant sur les relations entre l'océan et l'atmosphère. En tant qu'économiste, on m'avait appris les mécanismes de la croissance,
c'est-à-dire des lignes droites, avec tous les facteurs de la croissance. Ça montait, tout ça, etc. Alors que dans la nature, il y a deux choses qui n'existent pas, c'est les déchets et les lignes droites. Il n'y a aucun déchet dans la nature, et il n'y a aucune ligne droite, il n'y a que des cercles. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'eau. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique ? Et là, on commence à voir un petit peu les mécanismes de rareté étranges, puisqu'a priori, il n'y a pas de mécanisme de rareté, puisqu'il y a toujours la même quantité d'eau. Comment on peut expliquer ? C'est assez simple, c'est que quand vous avez le réchauffement, ça veut dire que vous avez une accélération des phénomènes, comme juste après le Big Bang, quand l'univers était extrêmement chaud, la température était tellement haute que vous ne pouviez pas avoir de relation entre les éléments stable. C'est pour ça que dans votre jeunesse ou au début des mariages, vous avez des relations plus chaudes que plus tard. Et peut-être instables, sauf certaines expériences, certaines dont je raconte les histoires dans les romans, mais c'est une autre histoire. Et donc, vous avez des phénomènes extrêmes qui se succèdent. Et c'est là où on va comprendre un peu les mécanismes de rareté qui concernent le Rhône. Parce qu'au lieu d'avoir des climats tempérés, vous avez des climats qui cessent d'être tempérés. C'est-à-dire vous avez des successions de sécheresses, et on voit les étiages qui se décalent durant l'année et qui deviennent de plus en plus longs en durée, et vous avez des crues, c'est-à-dire vous avez des précipitations. Et vous avez une succession de sécheresses et d'inondations. Et ce qui n'est pas du tout intuitif, c'est que c'est lors des inondations qu'on manque le plus d'eau utile. Et quand on voit ce qui se passe avec le Rhône, quand vous avez peu d'eau dans le Rhône, eh bien, vous ne pouvez pas suffisamment turbiner parce qu'il y a un minimum de hauteur d'eau qui est garanti d'une part. D'autre part, vous avez un vrai problème, c'est-à-dire que vous avez la grande difficulté pour réchauffer les centrales nucléaires et plein d'autres problèmes, et puis des contrôles aussi, des limitations de l'irrigation. Mais quand vous avez trop d'eau, vous êtes obligé d'ouvrir, parce que vous ouvrir les vannes sans turbiner, sans le retenir, parce que vous pouvez avoir des inondations de tous les côtés. Donc, si vous avez une succession de peu d'eau et de beaucoup d'eau, en moyenne, vous avez la même quantité d'eau, mais de fait, vous avez de moins en moins d'eau utile. Et c'est exactement ce qui se passe pour le Rhône. Il y a moins d'eau globale, mais surtout, il y a cette succession de phénomènes extrêmes. Et c'est ça, il faut bien que vous compreniez, c'est ça. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la grande question qui est enfin à l'ordre du jour, parce qu'on le savait, c'est-à-dire la rareté de l'eau. La rareté de l'eau pour différentes raisons. Et je vais entrer dans les détails, et après, dans la deuxième partie, on parlera des fleuves. Mais nous pensions que les questions de rareté ne concernaient pas la France. Ce qu'il faut. Vous avez peut-être vu ce qui se passe dans la ville du Cap, où il y a des coupures sans arrêt maintenant parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce qu'on n'a pas suffisamment investi. Alors, allons plus loin. J'étais il y a une semaine à Toulouse, à l'invitation du préfet de région, pour travailler ensemble sur les questions de rareté de l'eau dans la Garonne. Parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans la Garonne. Et rencontrant Alain Juppé, le maire de Bordeaux, comme vous savez, il m'a dit la même chose. À 20 ans, je n'aurai pas assez d'eau à Bordeaux. Pourquoi ? Premièrement, il y a de moins en moins d'eau qui vient des glaciers des Pyrénées. Même chose pour le Rhône. Deuxièmement, et ça, vous voyez à quel point le mot confluence est pertinent pour parler d'eau.
parce que ça, c'est des questions climatiques. Deuxièmement, il n'est plus possible, et notamment dans le sud-ouest, de lancer un projet de barrage et même de retenue collinaire. Parce que c'est là où s'est passé le drame de Sirvins, et plus personne n'ose dire qu'on va faire une réserve, qu'on va faire une retenue. Donc il y a une question là d'ordre sociologique et politique, qui est une question qui est d'ordre tout à fait différent. Troisième raison pour laquelle on manque d'eau, c'est que vous avez des pratiques culturales, et là on est en agronomie, savoir qu'au lieu de principes genre goutte à goutte, on a des systèmes d'irrigation qui sont tout à fait d'un autre âge. Et vous savez que l'agriculture a besoin d'eau, ce qui est normal, mais pompe plus d'eau qu'elle ne pourrait en pomper s'il y avait des pratiques plus modernes. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est entre 70 et 80% d'utilisation de l'eau. Troisièmement, vous avez des villes qui s'étendent avec des artificialisations des sols, c'est-à-dire le sol est recouvert de béton, de goudron, de tout ce qu'on peut imaginer, ce qui fait que l'eau, quand elle tombe du ciel, ruisselle, va dans la rivière où elle ne sert pas à grand-chose parce qu'elle est directement chassée vers la mer. Et quand vous avez un accroissement de la population, prenez l'exemple de cette métropole toulousaine, mais c'est la même chose le long de la vallée du Rhône à une moindre échelle. Le préfet me dit, chaque année, j'ai 15 000 personnes supplémentaires qui viennent s'installer dans l'agglomération toulousaine. Comment je fais? Parce que ça veut dire des équipements, ça veut dire des tas de choses, etc. Donc, vous voyez, on a des raisons diverses qui font que, ajouter à la modification du climat, vous avez des très fortes tensions sur l'eau et des très fortes raretés. Alors, ces raretés de l'eau, on peut lutter contre elles. Simplement, il faut le prévoir à l'avance et il faut donner suffisamment d'importance à cette question de l'eau. Or, nous avons le sentiment en nous que l'eau est un bien naturel, ce qui est vrai, mais c'est un bien naturel de très très haute technologie. Nous sommes des enfants gâtés avec l'habitude d'ouvrir le robinet et d'avoir 24 heures sur 24 une eau de très bonne qualité. Et pour être franc, à un prix tout à fait modéré. Donc en fait, c'est un produit de très très haute sophistication. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver une quantité d'eau correspondant, au moins pendant un certain temps, à l'accroissement de la population dans certains endroits? Premièrement, équiper les réseaux. Même en France, vous avez des endroits où vous avez 30 à 40% de fuite. Donc, il faut réhabiliter les réseaux. Mais là se trouve posé, et regardez, vous êtes obligé, pour comprendre les mécanismes de l'eau, de convoquer un autre savoir. Donc être vraiment dans la confluence des savoirs. C'est-à-dire que vous êtes un élu, et vous avez le choix entre une nouvelle usine de production d'eau, et là vous aurez la presse, et vous aurez les photos, qui vont dire et qui vont montrer des enfants sous de l'eau et l'eau fraîche et tout le monde est content, et donc tout le monde est ravi. Vous avez l'autre choix, vous ouvrez des chantiers dans lesquels vous avez réhabilité les réseaux. Et donc là, vous avez personne de la presse, vous avez évidemment pas de super photos, et vous avez tout le monde qui gueule en disant « Ah, il y a des travaux partout, on ne peut plus circuler ». Donc la question qui est posée, qui est une question centrale et qui est au cœur de ces questions de l'eau, c'est la question de la démocratie. Comment la démocratie donne de la valeur à long terme? Il faut avoir drôlement de vertu quand vous êtes un élu pour choisir une action dont on ne verra les bénéfices qu'à la fin du mandat de l'élu, plutôt qu'une action directe qui a des résultats immédiats et pour lesquels vous pouvez très facilement convoquer la presse. Comment la démocratie est-elle compatible avec le long terme ?
Comment? Alors moi j'ai une solution, vous ne serez pas d'accord, personne à l'Académie n'est d'accord, c'est très simple. Comment donner de la valeur au long terme en démocratie? Eh bien, vous donnez des droits de vote proportionnels à l'espérance de vie. Il y a quelques mathématiciens dans la salle qui expliquent à leurs voisins ce que ça donne. C'est-à-dire que moi, j'ai 1 vote et mes enfants ont 5 votes. Parce que ça donne au moins de la valeur au long terme. Donc, vous voyez que ces questions d'eau posent les vraies questions, qui sont des questions... Regardez tous les savoirs que très rapidement j'ai rassemblés pour comprendre les mécanismes d'eau. Il fallait travailler sur le climat, il fallait travailler sur l'hydrologie, il faudrait travailler sur les physiques des fluides, il fallait travailler sur tout ce qu'on peut imaginer de sociologie, l'analyse de l'acceptabilité, la question de la démocratie, la question des institutions, la gestion du long terme, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant, ces questions d'eau. Et une fois encore, on est au cœur de ce très beau mot de confluence. Ce n'est pas seulement le confluence de la Saône et du Rhône, c'est convoquer tous les savoirs pour comprendre. C'est pour ça que dans notre initiative des grands fleuves, dont je parlerai tout à l'heure, vous avez des représentants des sciences dites humaines, évidemment. Regardez ce qui se passe sur la question de la santé. Il se trouve que j'ai cet honneur, immérité bien sûr, d'occuper le siège de Pasteur à l'Académie française. Et donc je suis devenu ambassadeur de l'Institut Pasteur. Donc je me passionne pour ces questions, et notamment les questions de pollution de l'eau, parce que les fleuves qui reçoivent l'eau non traitée sont évidemment des lieux de vie, mais évidemment des lieux de mort. Et on se trouve là dans des situations tout à fait terribles. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer et pour essayer de sauver ces mécanismes? Donc, nous avons été ensemble au Vietnam avec Elisabeth et tout un groupe. Et nous avons été dans un endroit qui est absolument légendaire, puisque c'est l'endroit où était Yersin, celui qui a découvert le bacille de la peste. Et alors c'était très frappant, pour bien vous montrer que pour comprendre le fleuve, il ne faut pas simplement des ingénieurs, il faut aussi des philosophes et des historiens des religions. Parce que sur la tombe de Yersin, il y avait un petit pagodon, il y avait le portrait de Yersin, il y avait des coupelles. Et des coupelles qui étaient pleines d'eau. Et alors l'eau, pour un certain nombre de gens et pour beaucoup de religions, c'est l'endroit de la pureté. Sauf que ces eaux étaient pleines de larves de moustiques, c'est-à-dire des endroits potentiellement de mort, à la fois pour le paludisme, pour la dengue, pour tout ce qu'on peut imaginer, de toutes les maladies qui sont portées par les moustiques en fonction des porteurs, etc. etc. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est l'eau? C'est la pureté ou c'est le vecteur de la mort? Donc tout ça pour vous dire que pour bien comprendre les mécanismes de l'eau, il faut que tous ces savoirs soient convoqués. C'est pour ça que l'analyse de l'eau est par définition interdisciplinaire. Et qu'on ne peut pas être spécialiste, c'est la moindre des choses, mais dans son domaine, mais la moindre des choses ne suffit pas pour comprendre l'eau. Et je finirai là-dessus sur ce premier point. Dites-moi, qui produit l'eau chez vous? À quel prix? Et qui en bénéficie? Et je vous dirai à quelle société vous appartenez. L'eau, c'est le miroir le plus riche de nos sociétés. Et comme disait Cocteau, méfiez-vous, les miroirs réfléchissent. Je vous remercie.